Les débats avec vous et avec nos invités aujourd'hui, les débatteurs. Florence Berthoud, maire du 5e arrondissement de Paris, bonjour. Bonjour. Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valais, bonjour. Bonjour Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Vous êtes également éditorialiste sur RT France. Bonjour. Et également sur Sud Radio, éditorialiste dans le Grand Matin Sud Radio. Et Christine Bouillot, journaliste à Sud Radio et correspondante à Toulouse. Bonjour Christine. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour à vous. On va, c'est une actualité un peu, toujours un peu politique. Sondage, tout le monde s'excite sur ce sondage. C'est vrai que c'est la première fois qu'Emmanuel Macron est donné battu dans un sondage. Maintenant, on est au mois de décembre. Des sondages, il va y en avoir d'autres. Alors, est-ce que ça indique quelque chose? On va en reparler évidemment avec vous. Donc Valérie Pécresse qui battrait Emmanuel Macron. La gauche au plus mal dans ce sondage avec Notre-Dame de Paris, Anne Hidalgo qui est à quoi, 3-4%. Votre meilleur ami, non? Oui, absolument. Et puis une majorité de Français jugent que la démocratie ne fonctionne pas bien en France. C'est un sondage IFOP. Voilà, on l'a fait exprès pour vous, Alexis. On l'a fait exprès pour vous. On commence avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres. On va commencer avec vous, Christine Bouillot, cette saison après Rungis. C'est un coup de gueule. Oui, alors c'est contre cette faculté qu'a l'administration française finalement de rendre les choses compliquées qu'elles ne sont. En fait, c'est les ostréiculteurs de Charente-Maritime qui, comme tous les ostréiculteurs au moment des fêtes de fin d'année, vont faire leur plus gros chiffre d'affaires avec ces fêtes de fin d'année. Eh bien, la direction, alors je dis bien régionale de l'économie, de l'emploi et du travail et des solidarités, la DRETS, c'est un petit diminutif, a décidé de leur demander de ne pas travailler le dimanche en fait. Ou s'ils veulent le faire, il faut qu'ils fassent non pas une demande comme ils faisaient habituellement de manière collective, c'est-à-dire toute l'interprofession demandait à pouvoir travailler exceptionnellement les dimanches, certains dimanches pour les fêtes de fin d'année. Là, il faut qu'ils le fassent de manière individuelle et motivée. C'est qu'ils expliquent pourquoi ils ont besoin de travailler le dimanche. Voilà, donc le patron des ostréiculteurs des Charentes-Maritimes qui dit oui, ok, très bien, on peut le faire, mais c'est un peu tard déjà de nous prévenir maintenant. Et si on ne sait pas qu'on fait 50% de notre chiffre d'affaires pendant les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu dommage. Donc c'est une manière encore une fois de rendre compliqué ce qui peut être finalement très simple. Et donc c'est effectivement très agaçant. Je me mets à la place des ostréiculteurs et le patron des ostréiculteurs de Charente-Maritime qui est un certain Thierry Gilardot. Très bonnes huîtres, les Gilardot. Oui, absolument. C'est invraisemblable. C'est purement. On marche sur la tête, en fait. Lisez le livre de Sophie de Menton, La France sans dessus dessous, c'est ce qu'elle raconte, c'est cet état profond qui bloque la France. Alexis, c'est un coup de gueule? Ouais, c'est un coup de gueule amusé et terrible en même temps puisqu'on parle de la loi contre le séparatisme. Et là, à Nantes, des catholiques intégristes ont fait annuler un concert d'une artiste suédoise qui est en tournée européenne, Anna von Oswolf, qui devait donner un récital. Le concert était complet à Notre-Dame du Bon-Port, je crois. Le concert a été jugé sataniste par les cathos ultras qui étaient devant et qui ont chanté « Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, sauvez-nous pauvres pécheurs ». Ils ont réussi à faire interdire le concert. La mairie de Nantes est catastrophée. C'est une honte. J'espère que le ministère de l'Intérieur va prendre des dispositions. Le concert avait été autorisé par l'évêché. C'est donc une minorité de radicaux qui ont interdit un concert. C'est une première. Et là, c'est une illustration parfaite d'un séparatisme d'un autre genre et d'une cancel culture aussi d'un autre genre. Donc voilà, c'est quand même assez dingue. On est en 2021. Et alors, c'est vrai, cette artiste suédoise, elle a des titres évocateurs où elle dit avoir fait l'amour avec le diable. C'est des pochettes gothiques, etc. Mais ça reste. Non, mais elle a été invitée au Montreux Jazz Festival, elle est reconnue. Enfin bref, c'est de la musique. Et surtout, l'évêché avait donné son accord. C'est ça qui est assez dingue. Donc voilà, 2021 en France en décembre, tout va bien. Joyeux Noël. Vous vous souvenez qu'il y avait eu des problèmes quand Madonna avait chanté Like a Virgin. Alors on n'avait pas interdit les concerts, c'était une star. Et la dernière Passion du Christ, où il y avait des menaces d'attentats. Mais vous avez tellement raison, c'est la cancel culture qui vraiment s'imprègne. J'en profite pour vous rappeler que la statue de Voltaire n'est toujours pas revenue devant l'Académie française. Vous vous souvenez qu'elle a été retirée pour être nettoyée et alors elle n'est toujours pas revenue. Donc le Napoléon de Rouen. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est pas chez vous, c'est le 6e, je crois, à cet endroit-là. Non, c'est pas dans le 5e. Mais je m'étonne que nous avons des bancs extraordinaires qui sont depuis 5 ans sur la place du Panthéon aux grandes dames
de votre serviteur, aux grandes dames des riverains. Stéphane Bern lui-même s'en est ému. Et là, je fais un vibrant appel, comme je fais très régulièrement, aux ABF, pour qui j'ai beaucoup de respect. Mais les architectes des bâtiments de France. Franchement... c'est monstrueux, à la place du Panthéon. Et en plus, l'empreinte carbone de cette affaire est absolument énorme, parce que la maire de Paris et son équipe ont imaginé, contre l'avis d'ailleurs de tout le monde, de toutes les réunions publiques, de mettre des bancs qui ressemblent à des tombes. Alors vous me direz que pour la grande métropole nationale, c'est assez... le thème est bien choisi. Oui, ce sont des rectangles en béton. Ce sont des espèces d'assises qui ressemblent à des pierres tombales qui sont sur d'autres assises en bois. Et à chaque fois qu'il y a une panthéonisation ou un événement national, il faut faire venir d'énormes fenouils, grues, etc. pour prendre les dits bancs tombes ou tombes-bancs, comme vous voulez, qu'on colle, à la nécropole et qu'on colle sur le côté. Et après, on fait revenir évidemment le matériel qui, évidemment, avec tout ce que ça coûte en énergie. À propos de ça, il n'y a pas qu'à Paris, parce que moi, à Montreuil, qui est une mairie de gauche et plutôt écolo aussi, ils ont fait une piste cyclable et ils ont donc pris toutes les places de voitures. Ils ont mis des blocs de béton énormes pour que les voitures puissent plus se garer. Et pour être bien sûr, ils ont mis aussi des plots en plastique solides dans le sol. Oui, ça s'appelle des GBA. Voilà, c'est hideux. Il n'y a aucun vélo qui prend cette piste cyclable. Moi, je suis favorable aux pistes cyclables. Je suis favorable aux pistes cyclables, mais à condition que ça ne se fasse pas quand même au détriment d'un patrimoine qui est, surtout quand il est magnifique. Florence, on continue, puisque vous êtes sur votre lancée avec votre coup de gueule qui concerne la dette de Paris. Vous savez, pour être habitué de votre émission, que vous essayez de faire des coups de cœur. J'essaye de faire des coups de gueule. On est énervé ce matin. Je sens, c'est un temps des jeux. On est un peu énervé. On va le dire avec sérénité, mais une sérénité agacée. Franchement, la maire de Paris qui aura réussi à multiplier par 2 la dette depuis 2014, c'est vraiment du jamais vu. Et je ne veux pas verser dans le catastrophisme, mais Paris qui a réussi la prouesse d'avoir une dette par habitant de 3 500 euros. 3 500 euros, chers auditeurs. C'est-à-dire que si vous comparez à des villes dont on dit qu'elles sont relativement endettées comme Marseille, c'est quoi, 1 700 euros à peu près. 1 700 euros, on est à peu près à 1 700 euros à Marseille. Toulouse, on doit être à 400 euros. Lille qui n'a pas été avare en dépenses, mais qui est quand même beaucoup mieux tenue. On est autour de 1 500 euros. Et c'est d'autant plus, si vous voulez, d'autant plus ce constat est d'autant plus sévère que chaque année, la ville de Paris a pu compter sur des mannes exceptionnelles, notamment les milliards d'euros additionnés, évidemment, sur toute la précédente mandature de droits de mutation. Alors les droits de mutation, pour les auditeurs, c'est à chaque fois qu'il y a une opération immobilière à Paris, eh bien, il y un impôt qui est prélevé. Et ça rapporte des centaines de millions d'euros. Mais ça veut dire quoi? Alors donc il y a une demande de mise sous tutelle. Ce sont des associations. Moi qui suis un élu local, je ne demande pas une mise sous tutelle parce que je pense que vraiment, alors là on va évoquer tout à l'heure la démocratie, c'est pour moi l'antithèse de la démocratie à un moment donné de demander aux représentants de l'État de mettre sous tutelle finalement de l'État. C'est tout le contraire de la décentralisation, mais il faut se ressaisir. Si des associations de Parisiens demandent ça, qui sont absolument pas instrumentalisées comme ici ou là on essaie. Il y a un vrai scandale. Il y a vraiment un vrai problème, parce que je vous parlais des droits de mutation, mais il y a autre chose, c'est que chaque année, il faut bien comprendre que depuis des années, la ville de Paris transfère le patrimoine public le patrimoine, pardonnez-moi, privé des logements qu'elle gérait, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, elle transfère ça aux bailleurs sociaux. Là où vous avez eu ça en province, c'est-à-dire des villes qui avaient un patrimoine privé des logements et qui transféraient aux bailleurs sociaux pour faire tomber ça dans l'escarcelle du logement social. Eh bien, on fait payer son bailleur social sur 50 ans, sur 60 ans. Immédiatement. Alors que là...
Madame la maire de Paris demande aux bailleurs sociaux, qui ont quand même autre chose à faire que de donner de l'argent à la ville de Paris, par exemple, mettre de l'argent pour restaurer ces logements qui sont souvent indécents, où on a encore, j'en ai même dans mon arrondissement, marchands de sommeil. Non, pas du tout, faut pas exagérer, mais où on va avoir, par exemple, des toilettes qui donnent sur la cuisine, un vieux patrimoine qui date. Bon. Eh bien, là, nous avons donc les bailleurs sociaux à qui on a prélevé chaque année des centaines de millions d'euros pour rembourser, pour payer directement. C'est-à-dire, au lieu de payer sur 50 ans, 60 ans, ils doivent payer directement. Donc c'est le besoin de donc ça veut dire, parce que dans les journaux, quand on dit 60 années de loyer capitalisé, honnêtement, personne ne comprend. Eh bien, ça veut dire qu'on fait payer en une fois l'équivalent de 60 années. Juste une question, Florence. Où est allé cet argent? Ben oui, c'est-à-dire ça, c'est ma question. C'est bon, cette explosion de la dette, ça va. Eh bien, ça va. Parce que nous on le voit pas. Donc, ça va dans le trou, c'est-à-dire que on voit des chaussées qui sont défoncées. Oui, mais justement, l'argent va pas dans la chaussée. On refait. C'est quoi? C'est une augmentation de. Il y a une absence totale de coordination entre les directions et de lignes. Oui, pardon, Christine. Non, mais je veux dire, vu de province, enfin, en tous les cas, il y a des dossiers comme ça qui sont toujours étonnants à Paris. C'est quand même, on a ce sentiment que Paris et sa maire de Paris et ses propres habitants, il y a une espèce de fossé qui s'est creusé. Et malgré tout, elle est élue. Donc c'est un petit peu. C'est très compliqué. Vous avez tellement raison. On a du mal à comprendre. On vient à Paris, les provinciaux, et on voit les bouchons. On comprend les Parisiens. La plupart des Parisiens sont des provinciaux aussi. Donc on comprend aussi la fuite de certains qui quittent Paris pour aller s'installer sur la façade atlantique et venir en coup de TGV travailler une journée ou deux. Ouais. Mais c'est vrai que depuis la province, ce genre de dossiers nous paraissent absolument. Alors ils sont pas si éloignés de nos préoccupations parce qu'il y a les mêmes parfois dans certaines communes, villes, dans d'autres villes. Et si on regarde de près, effectivement. La gestion budgétaire peut être un dossier qui passionne les élus locaux, les oppositions, etc. Mais ce qui semble effectivement assez étonnant, c'est que Paris est un cas à part. Voilà, pour cette gestion-là. Alors, je voulais vous signaler une tribune, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis dans le Figaro aujourd'hui, plus de 100 personnalités, dont je fais partie, ont signé cette tribune qui vise à protéger Notre-Dame. C'est-à-dire que Notre-Dame, vous savez, est en voie à cause de ce terrible incendie de réaménagement. Et donc, il y a un projet qui prévoit de wokiser d'une certaine manière la manière dont Notre-Dame va être réaménagée. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bancs amovibles, il va y avoir un éclairage changeant en fonction des saisons, des vidéos projetées sur les murs. Autrement dit, alors c'est ce que dit la tribune, des dispositifs de médiation que l'on trouve dans les projets immersifs. J'avais reçu Yves Michaud, qui a été directeur de l'école des Beaux-Arts, qui expliquait que l'art aujourd'hui c'était une question d'émotion. Là on parle de patrimoine, on parle de. J'imagine que vous êtes au courant de ce qui est en cours. Oui, c'est d'ailleurs une. C'est le diocèse de Paris qui gère ça. C'est le diocèse de Paris qui avec l'État, c'est censé se faire en lien étroit avec l'État et quand même la ville. Mais je veux pas faire vieux schtroumpf un petit peu quand même. Mais Malraux, c'est pour ça que Malraux se méfie un peu du pédagogisme. Il disait il doit y avoir une émotion directe avec l'œuvre. Est-ce qu'on imagine devant la Joconde aller mettre un jeu de lumière? Non, mais c'est peut-être que le visage change en fonction des heures de la journée. Allez, juste on va marquer une pause, on est déjà un petit peu en retard et on continue. À tout de suite. Et vous pourrez dire un mot, Jérôme. Avec vous, avec Christine Bouillot, Florence Berthoud, Jérôme Ripoul et Alexis Poulain. Alors Jérôme, un coup de gueule Oui, c'est sur la vaccination. Alors on a entendu le porte-parole du gouvernement qui nous a expliqué qu'il y allait avoir d'ici janvier, début d'année, 19 millions de personnes qui allaient être vaccinées.
faites le test, allez sur Doctolib, allez sur Vidmadose. Pour trouver un créneau, c'est ultra compliqué. Et donc moi, ce que je crains, c'est qu'on commence à expliquer aux gens que le pass sanitaire ne sera plus valable à partir du 15 janvier s'ils n'ont pas pu faire leur 3e dose de rappel, et qu'on place les gens dans une position d'inquiétude, d'angoisse, parce que c'est difficile. Et je rajoute à ça qu'on nous explique maintenant qu'il n'y a plus tout à fait assez de Pfizer et qu'il va passer au Moderna. C'est ça. Donc là, c'est... Ça y est, on est passé au Moderna. On est passé au Moderna pour les plus de 30 ans. Voilà, moi, dans mon centre Covid en mairie, on est passé au Moderna. Globalement, c'est ça. On doit être sur du 80 ou 70% Moderna et 30% Pfizer. Moi, je peux comprendre ça derrière certains. Et d'autre part, la question que je pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils fixent des objectifs avant de mettre les moyens en place? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les centres de vaccination, ils vont être très difficiles à rouvrir. Pourquoi? Parce que les bénévoles, les médecins, les infirmiers, tout le monde. Ils sont difficiles à remobiliser. Ils sont crevés. Moi, les échos que j'ai des hôpitaux, c'est que les troupes sont complètement laminées, qu'ils ont un état d'esprit très faible et que ça va être très compliqué. Donc pourquoi mettre des objectifs qui sont inatteignables, mettre les gens, c'est le cas de le dire, dans la seringue et au final ne pas arriver aux objectifs qu'on se fixe. Donc je trouve ça assez étonnant de la part du gouvernement. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le président de la République a pris la parole, il y a eu une montée de demandes de vaccination. Et le problème, c'est le pic, c'est ça, la gestion du pic. Et des jeunes qui sont allés se faire vacciner. Oui, Alexis. Mais le pire, si je lisais ça dans Le Parisien aujourd'hui en France ce matin, un médecin qui disait sur les retours d'expérience des enfants, aujourd'hui les données sont parcellaires et de mauvaise qualité. Alors il y a les États-Unis qui ont vacciné les 5-11 ans, ils ont commencé, mais sur ce qui est des données, là on va commencer la vaccination des enfants avec des données qui sont de mauvaise qualité. Moi ça me sidère en fait. Mais là c'est un autre, c'est un autre sujet. C'est un sujet grave et important parce que qu'est-ce qu'on est en train de faire en ce moment? À un moment le pass sanitaire, bon ça marche pas, le vaccin ça marche. Attendez, alors je vous donne la météo Covid parce que les gens qui disent que ça ne marche pas. Moi j'ai un réanimateur qui m'a envoyé secteur 1, 5 Covid sur 8 lits, 4 non vaccinés. Secteur 2, 4 Covid sur 8 lits, 2 non vaccinés. Secteur 3, 6 Covid sur 8 lits, 6 non vaccinés. Un autre, 6 Covid sur 10 lits, 4 non vaccinés. Au total, alors attendez, laissez-moi finir parce que ceux qui nous défient et qui nous accusent de tous les mots, 75% de non vaccinés. Sur les 5 vaccinés, 3 immunodéprimés, un octogénaire, seul un a peu d'antécédents et attendait sa 3e dose. Donc, mais ça marche. Les chiffres sont absolument, cela dit, irréfutables. Irréfutables sur le vaccin. Ceux qui arrivent dans les centres comment dirais-je, à l'hôpital, dans les centres de réanimation, tous les médecins nous disent que, sauf exception, vous avez toujours une exception qui confirme la règle. Ce qui est vrai sur les centres de vaccination, effectivement, comment ça se passe? Par exemple, vous êtes maire d'un arrondissement, vous êtes obligé de remettre en place. Mais j'avais anticipé, c'est-à-dire que j'avais déjà prévu que mon centre de vaccination continuerait jusqu'à fin mars. Il suffit de regarder l'évolution. Sans être médecin, j'ai dit, il est évident qu'on va droit dans le mur. Donc, il y a déjà 1 mois et demi, j'ai contractualisé pour qu'à nouveau on mette 3 mois et je crains qu'on y soit jusqu'au mois de juin comme on est parti. Donc, si vous voulez, la réalité c'est que par exemple dans le 5e arrondissement, voilà, ça continue à fonctionner plein régime, mais vous avez tout à fait raison, Jérôme, sur l'organisation sur Doctolib. Le principe de Doctolib, c'est qu'en fait, il libère des doses, comme on dit, tous les jours. C'est ça. Donc en fait, faut y aller. Alors on a des gens qui vont à 6h du matin, à 5h du matin, à 4h du matin. Ils finissent par trouver. Et en plus, Doctolib vous envoie, pas aux 4 coins de la France, faut pas exagérer, mais va vous envoyer, vous envoyer dans le 20e alors que vous habitez le 15e. Aubervilliers, Saint-Denis. Voilà. Donc c'est vrai que c'est compliqué puisque nous n'avons pas le droit de prendre des rendez-vous directement. Moi j'incite vraiment les personnes à se faire vacciner quand elles le peuvent par leur généraliste ou par les pharmaciens. Car la réalité c'est que l'élément quand même nouveau, c'est que vous pouvez aller chez votre pharmacien et chez votre médecin généraliste et vous n'avez pas besoin d'être sur Doctolib. C'est quand même la grande nouveauté. Allez, je voudrais qu'on parle de ce sondage qui pour la première fois donne Emmanuel Macron battu au second tour. C'est un sondage qui est
le premier, il y en aura d'autres. Elle rebaissera, elle remontera. C'est encore une fois, tout le monde a repris la phrase de Valérie Pécresse citant Jacques Chirac. Les sondages, ça va, ça vient. C'est comme la queue du chien. Mais elle récolterait 52% des votes au second tour. C'est un sondage Elab, 11 points. Donc il y a vraisemblablement un effet Pécresse. Ouais, c'est ce que je disais ce matin dans l'édito. Il y a attention à la bulle, parce qu'il y a le Congrès et on voit qu'elle passe de 10 à 17 à 20%, puis dans une projection au second tour, elle serait devant Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'il y a une dynamique quand même, que le Congrès a fonctionné. Les Républicains ont réussi à se mettre au premier plan de l'agenda médiatique. C'était pas gagné. Ça veut dire aussi que maintenant qu'une candidate est désignée, les choses sont plus claires et donc les sondages aussi s'éclaircissent. Et on est encore très loin évidemment d'élections présidentielles, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Mais il y a de toute façon une tendance générale, sondage après sondage, c'est que vous regardez, la gauche est en train de se rétrécir comme une peau de chagrin, et que cette présidentielle, elle va se faire totalement à droite, sur des thématiques de droite, que ce soit l'imposition, la fiscalité, l'immigration, la sécurité, et la gauche, elle ça c'est l'autre sujet, la gauche dans les choux, totalement dans les choux. Hein. Et qui se cherche un candidat, on en parlera après. On marque une petite pause, à tout de suite. Les débats, nous parlons de ce sondage Elab. Valérie Pécresse récolterait 52% des votes au second tour contre 48% pour Emmanuel Macron. Effectivement, elle a gagné 11 points par rapport à la précédente étude. C'est vrai qu'il y a plusieurs sondages qui montrent qu'il y a une dynamique suite à cette nomination, à cette élection de Valérie Pécresse comme candidate des Républicains. Jérôme Ripoul. Moi, je note plusieurs choses. Elle prend, semble-t-il, si j'ai pas fait une erreur de lecture du sondage, elle prend des points sur Marine Le Pen. Ouais. Mais pas mal sur Marine Le Pen, Valérie Pécresse, et pas trop sur Macron, visiblement, qui reste assez stable. Moi, je trouve ce sondage intéressant car il rebat les cartes malgré tout. On était parti sur le principe que il y a certains qui le disent que la capacité d'Emmanuel Macron à regagner était absolument pas entamée. Là, ça pose des questions. Moi, j'ai envie quand même de rappeler des tendances lourdes aussi. Aucun président de la République qui n'était pas en situation de cohabitation n'est jamais repassé à une élection présidentielle. Donc Macron a fait un premier exploit en 2017, c'était d'être élu sans parti, dans des conditions absolument extraordinaires et dans un contexte politique extraordinaire. Je crois que là, regagner dans ces conditions, ça sera un exploit aussi. Donc je crois que la tendance lourde, bien sûr il va y avoir d'autres sondages, mais je crois que l'élection de Macron n'est pas, alors qu'elle semblait être jouée, est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Christine Bouillot. Oui, après, c'est un sondage que dans on va dire l'entourage, en tous les cas les partisans, ceux qui ont donc combattu dans cette primaire et étaient aux côtés de Valérie Pécresse, ils prennent avec une prudence de sioux, dans la mesure où ils s'y attendaient un tout petit peu, ils s'attendaient à ce que de toute façon, compte tenu de la configuration de cette primaire qui s'est faite finalement à base de débats, sans cris, sans heurts, sans psychodrame, sans couteau planté dans le dos, etc. aux yeux de toute la population, avec une forte adhésion aussi, il faut quand même le reconnaître, du côté avec un retour de militants qui ont payé pour pouvoir voter. Enfin, ils sont quand même là-dessus. Il y a eu quand même, il faut quand même saluer que ça s'est passé sans véritablement de psychodrame tel qu'on aurait pu s'y attendre, avec des lignes qui étaient quand même très différentes des uns des autres, des parcours politiques étaient différents, des personnalités très fortes, certains qui s'y voyaient déjà, d'autres qui allaient en disant j'y vais simplement pour faire figuration, et finalement se retrouvent en finale. Donc ils prennent ça avec une prudence de sioux, mais je dirais que finalement le sondage reflète aussi cette possibilité, pourquoi pas avec une femme à droite, et cette possibilité de se dire et si c'était elle, donc voilà. Mais du côté du camp de Pécresse, on y va avec une prudence de sioux, parce qu'on sait que cette dynamique engagée, et à raison, engagée avec ces primaires qui se sont somme toute bien passé, eh bien c'est logique que derrière on se dise tiens, on n'est pas dans le bruit et la fureur et dans l'angoisse, on est dans quelque chose de construit et qui continue, donc pourquoi pas. Voilà. Oui, Florence Berthoud. Sondage. Oui, moi j'ai jamais eu les sondages. La formule est amusante, et d'ailleurs Valérie Pécresse cite souvent Jacques Chirac. Et les bonnes citations des films aussi qu'elle aime beaucoup et qu'elle connaît très bien. C'est tout à fait vrai. Oui, les sondages, ça va, ça vient, c'est comme la queue du chien, c'est tellement vrai.
Maintenant, il y a toujours des tendances de fond sur les élections présidentielles. Je vous invite à l'analyse d'ailleurs, je trouve très intéressante qu'a fait Régnier avec sa fondation. Où il rappelait que sur je crois que c'est les 10 élections présidentielles depuis 1965, la droite, pardonnez-moi, arrive la somme des droites. Alors, bon, évidemment, vous allez me dire, on mélange un peu des carottes ou des choux et des navets selon ses goûts personnels, mais quand vous faites l'addition de tout ça, il y a une constante, c'est que sur ces 10 élections présidentielles, les droites arrivent toujours en tête, largement, à l'exception évidemment notoire, comme chacun le sait, de 1981. Donc, le pays, contrairement à ce que l'on pense, est plutôt de droite. Mais cette droite, elle a évolué. La droite gaulliste, sociale, la droite identitaire. Donc aujourd'hui, l'enjeu de Valérie Pécresse, c'est d'arriver à rassembler ces droites, quand même en laissant bien de côté, quoi qu'on en dise, la droite de la droite, parce que c'est le baiser qui tue. Oui, Ciotti, c'est quand même la droite de la droite, au sein des LR. Il y a un monde quand même entre Ciotti, me semble-t-il, et un Éric Zemmour. C'est pas du tout la même droite. Oui, c'est pas la même droite, mais il a quand même dit qu'entre Macron et Zemmour, il voterait Zemmour. Quand vous, oui, c'est quand même assez triste, mais quand vous avez, je pense que quand même il n'y a pas photo, mais on n'en est pas là. Le sujet aujourd'hui, c'est celui des programmes incarnés par des candidats. Il va y avoir des éléments de programme qui vont peut-être se recouper, notamment sur la nécessité d'intégrer la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous savez très bien que ce qui fera aussi la différence, c'est des thèmes comme le régalien, dans toutes ces acceptions. Et puis aussi la volonté à un moment donné, l'incarnation d'un programme par une personnalité. Là, je ne sais pas si ce sondage est signifiant. Il dit c'est pour ça que je parle de bulle, parce que c'est au sortir du Congrès, donc il y a la fraîcheur, il y a le fait que voilà, c'est une nouvelle arrivée dans la course de manière officielle, donc ça va pas durer. On a vu ça avec Éric Zemmour au tout début, avant qu'il se déclare candidat, et puis après tout ça se tasse. Mais il y a quand même quelque chose qui va se passer dans les jours qui viennent. On a vu avec Guillaume Pelletier et Monsieur Perdriau qui ont dit que le discours d'Éric Zemmour résonnait en eux et se sont fait gentiment mis à la porte des Républicains. Donc il y aura une clarification. Il y a certains, je pense, militants LR qui ont voté Éric Ciotti, qui se retrouveront pas chez Valérie Pécresse. Je parle des militants, là, je parle pas d'Éric Ciotti. Et ça, c'est quelque chose, une donnée qui va devoir être prise en compte par Valérie Pécresse dans sa campagne. Non, je suis pas sûre. Hein. Jusqu'à présent, on pensait que ces militants qui étaient derrière Ciotti garderaient cette ligne. On a vu quand même le recadrage en 48 heures d'Éric Ciotti par sa propre famille politique concernant avec cette image très lisse, mais ce recadrage immédiat, hein, comme si un certain Laurent Wauquiez avait téléphoné du côté des Alpes-Maritimes pour lui demander de ne pas refaire les mêmes erreurs. Donc je pense qu'il y a un phénomène nouveau sur l'apprentissage de ces dissensions, et on parlera sans doute de la gauche après, mais il y a véritablement une volonté d'afficher une unité qui, à mon sens, peut être le seul rempart. Oui, mais ce qui n'est pas gagné avec les égos des uns et des autres. C'est que ils ont quand même montré jusqu'à maintenant, ils ont à peu près réussi à mettre leurs égos de côté, ce que vous disiez tout à l'heure. Vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, il y a aussi quelque chose de très clair. Vous savez que j'ai été conseillère régionale dans l'équipe de Valérie Pécresse, qui d'ailleurs de Valérie Pécresse, qui d'ailleurs était plutôt, je dois dire, à nos côtés, était à nos côtés au moment des élections municipales, parce qu'elle nous a aidés. Elle nous a aidés à avoir du gel, à avoir des masques, enfin des choses qu'on avait d'ailleurs beaucoup de mal à avoir du côté de la ville de Paris. Mais quand vous êtes dans l'opposition, croyez
croyez-moi, croyez ma modeste expérience parisienne, quand vous êtes dans l'opposition, vraiment, c'est quand même une situation qui est assez intenable. Vous faites des choses par volontarisme, on en fait beaucoup, je crois, quand on est maire, et puis il y a des choses qu'on peut pas faire parce que vous vous heurtez au fait que vos copains ils sont pas dans l'exécutif. Et donc c'est terrible. Et quand vous voulez faire avancer des choses, voilà, il y a quelque chose qui s'appelle le vote, et on va y revenir, c'est aussi la démocratie, même si cette démocratie, elle est difficile à cerner, parce qu'effectivement, quand vous avez un très faible taux de participation, vous n'avez pas la même légitimité. Mais la démocratie, c'est aussi ça. Alors, je vous donne la parole dans un instant, Jérôme Ripoul. On a un auditeur, Abdellah, qui nous appelle de Mont-de-Marsan. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on vous écoute. Oui, en fait, ça me fait doucement rire parce que, les sondages, ils ont besoin de vivre. Mais ce qui est marrant, c'est que j'adore la politique. J'ai lu le sondage qui donnait au second tour M. Macron perdant. Ce qui est marrant, c'est qu'on ne sait même pas quelles questions il pose aux personnes sondées. Pour qui allez-vous voter? C'est ça la question. Ouais. Alors, et ce qui est impressionnant, c'est que les Français, d'abord, comme tout le monde, on est en train plutôt de se préoccuper de comment on va passer nos fêtes, Corona ou pas Corona, comment s'en sortir et partir se faire vacciner, et que je pense que 80% des Français n'ont pas lu que Madame Pécresse, c'est quand même 200 000 personnes, 200 000 fonctionnaires qui sont prévus d'être dégagés. C'est une femme qui était pour le mariage, qui était contre le mariage pour tous. Voilà, donc quand ils vont connaître le personnage, en plus des scientistes qui ne voteront pas pour elle, je pense qu'on pourra diviser par deux ce qu'elle représente. Donc c'est très facile de faire comme ça des conclusions hâtives et surtout plutôt très erronées. Voilà, mais ça représente en rien, parce qu'il a même pas encore commencé le match de foot, Monsieur Macron. Non, mais c'est... on pourra discuter, mais là, c'est le chat pour moi. Julien nous dit, je ne crois pas une seconde à Valérie Pécresse au second tour, elle est trop Macron-compatible. Dans le peuple, je n'entends pas le nom de Pécresse. Bon, alors elle vient d'arriver, en même temps, je vois en revanche des abstentionnistes revenir aux urnes pour aller voter Zemmour. Et Olivier nous dit, le problème de Pécresse reste le fardeau du passé. On voit l'image de Sarkozy dans l'ombre de Pécresse. Et des abstentionnistes qui se réveillent aussi contre Zemmour aussi. Hein. Moi, je crois qu'il faut pas faire fausse route en imaginant que la présidentielle soit un vote d'adhésion. La question auquel vont répondre les Français, c'est est-ce qu'ils veulent ou pas à nouveau Macron. Quand Sarkozy a été battu en 2012, il a été battu, faut-il le rappeler, par François Hollande, qui n'avait aucune expérience ministérielle et qui a été élu parce que les Français ne voulaient plus de Sarkozy. Donc ce qui se joue là, c'est le leadership du tout sauf Macron. Donc est-ce que ça sera Valérie Pécresse qui sera en position de l'incarner? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a 70 à 70% des voix qui traînent, qui peuvent être cristallisées sur une personne, laquelle je ne sais pas, qui au second tour peut être face à Emmanuel Macron. Il est évident que si c'est Marine Le Pen, ça sera beaucoup plus difficile. Donc tout le travail de Valérie Pécresse, qui veut supprimer, attention, 150 000 fonctionnaires parce qu'elle en supprime 200 et elle veut en rajouter 50 000 sur un autre poste. Donc c'est un peu plus complexe que ce qu'a dit Abdallah. Et qui d'autre part nous connaît. Augmenter par exemple les postes de policiers. Voilà. Donc tout le travail de Valérie Pécresse, c'est deux choses. Et c'est ce que disait Alexis. Ça se joue à droite. Donc conserver le grand écart entre la droite sociale et la droite ciotiste. Et deux, être capable aux yeux des Français d'incarner celle qui peut battre au second tour Emmanuel Macron. Le pourra-t-elle, j'en sais pas. Le plus difficile, c'est ça, c'est se démarquer d'Emmanuel Macron, parce que en réalité, Emmanuel Macron, il a réussi déjà à exploser la gauche. C'était la première chose de fait dès qu'il arrive au pouvoir, c'est sur les cendres du PS. Et ça, c'est clair. Et aujourd'hui, tout ce qu'il fait, c'est dynamiter la droite, voler les thèmes de la droite, essayer aussi de colmater les brèches, parce que il voit très bien quelles sont ses faiblesses sur le régalien. On l'a vu ces derniers mois s'agiter, la loi sur le séparatisme, Gérald Darmanin à l'intérieur. Enfin, il fait tout pour dire non, regardez, je suis de droite. Je fais les choses. Les visas sur le Maghreb, notamment. Les visas, on voit qu'il est en train de colmater la brèche, de faire en sorte qu'il soit, il n'y ait aucune faute possible dans sa candidature. Mais du côté de Valérie Pécresse, il va falloir évidemment se démarquer, donc être encore plus à droite, taper aussi, comme l'a fait Éric Zemmour, en parlant de cet ado attardé, en plastique, etc. Donc avoir aussi des mots forts, peut-être trop forts, pour une droite. Vous pensez quoi, justement, de ces mots hier, quand il parle de ce type, pas fini? C'est Zemmour, il fait du Zemmour.
Zemmour. Donc, même s'il est candidat, il garde quand même cette plume, cette façon de dire les choses avec excès. Voilà, c'est ce qui fait son succès. C'est pas un vocabulaire, ça fait le succès d'un polémiste. Ça n'est pas le vocabulaire d'un présidentiable. Et moi, je crois que il y a une différence entre ce que les Français, les Françaises que nous sommes, on va aimer entendre à certaines heures pour se détendre parce qu'on regarde une émission un peu polémiste, mais au moment de passer au vote, on veut quand même quelqu'un qui nous représente et qui soit, si possible, qu'on imagine être un peu mieux, en tout cas se dominer. Il faut se dominer quand on est un leader politique. Et je pense que Monsieur Zemmour, en tout cas, ne se domine pas. Qu'on soit pour ou contre, moi je suis révulsée par la vulgate de Zemmour. Et la violence. Et la violence quand même. Mais au-delà de ça, dominer. Ouais. Oui, allez, oui, bien sûr. Ouais. Non, mais je rejoins. Non, je suis d'accord. Je pense qu'à un moment donné, pour l'instant, la campagne s'installe, les candidats, le casting se dessine, et je pense qu'il peut encore bouger, notamment à gauche. Oui. Donc, il va y avoir encore des choses à raconter. Toujours est-il que cette étiquette de brutalité et cet excès de verbe, on sait qu'à un moment donné, les électeurs et les électrices vont dire stop. Vous voyez, on n'en parlait pas de Zemmour et hop, il revient dans le sujet. C'est la dynamite dans la voiture de Marine Le Pen. Absolument. On va parler un peu de la gauche également parce que c'est pas très très brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce qu'il faudrait un candidat commun, bien que ça paraisse assez un peu vraisemblable? Est-ce que Christiane Taubira va arriver en sauveur de la gauche? On en parle dans un instant. On est ensemble jusqu'à midi. Il nous reste peu de temps. On va parler de la gauche, mais tout de même, Alexis, cette information sur laquelle je voulais vous faire réagir, c'est une alerte. Le président du Conseil scientifique estime possible que nous ayons besoin à un moment donné d'une 4e dose. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que cette com? Mais c'est génial. Mais non, le cadeau de Noël. Depuis le début. Alors, soit il est en train de faire campagne contre Macron et il le fait très bien, soit il est sincère. Il se dit bon les gars, de toute façon ça va être la dose annuelle. C'est ce que disait Albert Bourla, le patron de Pfizer, lors de son interview. Oui, tous les 12 mois, a priori, chaque année, comme la grippe, on aura droit à une injection de Pfizer contre le Covid, peu importe quelle variant sera là, puisqu'ils peuvent faire un nouveau sérum en 3 mois. Mais non, mais c'est dit, annoncé par le président du labo. Donc préparez-vous, préparez vos bras, ça va être chaque année le double vaccin grippe-Covid pour les 25 ans pourquoi Delfrécy communique sur ce genre de choses? C'est une bonne question. Pourquoi maintenant, alors qu'on a eu un conseil de défense lundi, donc ça aurait été peut-être à Olivier Véran de le dire, ou Jean Castex. Je pense qu'il y a des... En même temps, c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. Oui, voilà. Donc peut-être qu'ils se répartissent la tâche en conseil de défense. Toi, tu parles de Noël, toi, tu parles de papy-mamie, toi, tu gardes la 4e dose. Voilà, il dit pour l'instant, c'est un rappel. Peut-être qu'il en faudra un 4e. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps va durer le rappel. Dans une crise de ce type, il faut qu'on dise tout ce qu'on sait et qu'on le mette sur la table pour qu'on partage ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas. Il n'est pas le moment de dire. On a besoin que l'opinion publique se mobilise pour aller faire la 3e dose. On peut passer la 3e, on peut passer directement. Après, ça devient un virus comme la grippe, finalement, où on a un rappel tous les ans. Oui, on est sur le terrain. Mais voilà, je ne pouvais pas ne pas faire réagir Alexis Poulain là-dessus. Donc les candidats de gauche sont tous en repli d'un point dans ce sondage, en dessous des 10%. Jean-Luc Mélenchon est le plus haut, à 8%. Yannick Jadot, 7%. Anne Hidalgo à 3%. Et puis ensuite Arnaud Montebourg. Alors aujourd'hui, grande interview dans Libération où on sent que, il pourrait peut-être jeter l'éponge, 2%. Nicolas Dupont-Aignan, 2%. Jean Lassalle. Nicolas Dupont-Aignan. Oui, non, je ne sais pas pourquoi il est là, effectivement. C'est l'intrus. C'est l'intrus. Poutou, 2%. Nathalie Arthaud, 1%. Fabien Roussel, 1%. Donc voilà, c'est la Bérésina quand même. C'est la Bérésina depuis longtemps. Et puis surtout, il y a ce serpent
serpent de mer de l'union de la gauche. Alors il y a la primaire populaire qui essaye de faire qu'il y ait un seul candidat, la remontada qui est la déprimada, hein, puisque ça décolle pas. Donc là, on voit que dans cette interview, Arnaud Montebourg dit à demi-mot qu'il s'auto-débranche. Hein, il cherche un candidat et ce sera pas lui, de l'union. Alors on pense à Christiane Taubira qui peut-être pourrait revenir réciter des poèmes en ASMR et réunir toute cette gauche autour d'elle. Je ne sais pas. Jean-Luc Mélenchon, lui, a fait son meeting dimanche et puis il a inauguré le Parlement populaire avec des personnalités comme le porte-parole de Sandrine Rousseau qui est parfois là, Thomas Porte, le père de Marlène Schiappa qui rejoint la campagne de Jean-Luc Mélenchon et qui est au-dessus. Hein, alors on est toujours sous 10%, mais on est à 8% dans les sondages, là où les autres sont à 3 ou 2. Et pour le reste, c'est le Parti socialiste. Alors Jérôme Ripoll, c'est le Parti socialiste, c'est plus le PS, c'est le PLS, c'est position latérale de sécurité. Il n'y a plus personne. Et c'est la différence avec les Républicains. Les Républicains, on le disait, font le grand écart dans les diversités qu'ils ont dans leur parti. Mais le PS, on dit candidat commun ou candidate commune. Mais est-ce qu'on arriverait à mettre les Verts ensemble, Mélenchon, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Jadot, enfin, il y a des questions de personnes, bien sûr, mais il y a des questions de plateformes programmatiques. On en parle jamais, on pense que c'est accessoire. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que disait tout à l'heure Jérôme sur il y a des élections qui sont contre. Oui, mais il y a pas que ça. Évidemment, il y a quand même des questions programmatiques. Et à un moment donné, quand même, les Français se disent, mais est-ce qu'on a entendu ce que les revendications qui montent du terrain? Donc il y a la question du pouvoir d'achat, certes, mais on a vu que la gauche n'était plus du tout propriétaire de cette espèce de et puis pas audible de sujet, n'était pas audible par ailleurs. C'est-à-dire que quand le premier élément d'une candidate comme Anne Hidalgo, c'est d'expliquer qu'on va doubler le salaire des enseignants, tout le monde sait que c'est totalement évidemment impossible, même s'il n'est pas acceptable d'avoir des enseignants avec des tout petits salaires, et puis surtout pourquoi eux, pourquoi pas les aides-soignants, etc. Donc il y a la question du pouvoir d'achat sur les bas salaires, ça c'est une vraie question, mais il y a, on peut pas occulter la question de la croissance ou la décroissance. Très clairement, on a une partie de la gauche qui est pour la décroissance. Donc comment, en même temps, vous pouvez prôner une espèce de réindustrialisation, qui est un des thèmes de Mélenchon, qui est d'ailleurs une partie très intéressante du programme, et en même temps, prôner sur toute une partie de la gauche la décroissance. Il y a quelque chose qui est irréconciliable. Qui ne fonctionne pas. Christine Bouillon. Oui, alors je pense qu'il y a tout en parallèle. Hein. C'est déjà, il y a un problème de casting. Je pense très sincèrement, alors si on parle du Parti socialiste, je pense que la candidature de Anne Hidalgo n'imprime pas, n'imprime pas en tous les cas, ne suscite pas l'adhésion dans les territoires. Moi, j'ai pu rencontrer des élus de terrain ruraux dans ces terres de gauche, radicales de gauche, pour lesquels, cette candidature, ils disent on va y aller, mais c'est pas ce qu'on voulait, on n'est pas d'accord et on ne s'y reconnaît pas. Donc ça c'est compliqué de se mettre en ordre de marche, si je peux me permettre cette expression, derrière une candidate pour lesquelles on n'y croit pas, parce que n'oubliez pas quand même que le PS a des bastions en région, ce qu'ont les LR. Donc si vous voulez, n'enterrons pas non plus le Parti socialiste trop vite, parce que ils peuvent éventuellement faire ce que fait les LR, c'est-à-dire se mettre en ordre de marche. Quoique, il y a tellement de courants, il y a tellement de personnalités. C'est sans doute trop tard pour cette élection, mais sans doute que là, on n'est plus sur 2022, mais sur 2027 pour beaucoup d'élus, avec un nouveau casting qui se dessine sur des grands, on va dire des grands barons socialistes en région, et il y en a quelques-uns aujourd'hui qui travaillent. Merci à tous les quatre. Très bonne journée à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve demain.